Il est 13 h. Bonjour à tous. Merci de nous suivre sur l'ERTM. D'abord, un mot du temps. La pluie va continuer sur Bamako. Météo comme maximale. La maximale est de 31 degrés et la minimale 23 degrés. Couvrez-vous. La rentrée scolaire 2012-2013, c'est pour bientôt. En prélude donc à cette rentrée, le ministre en charge de l'éducation a rencontré les directeurs des académies d'enseignement au centre des échanges. Les préparatifs de la rentrée prochaine. Un chronogramme provisoire sera soumis à l'appréciation de l'ensemble des partenaires de l'école avant d'être validé. La rencontre a été suivie par Mohamed Diarra. Pour le gouvernement de transition, pas de temps à perdre. Il faut aller vite et même très vite. Voici le leitmotiv qui a retenti tout au long de cette rencontre entre le ministre Adama Wane et le directeur de l'Académie du Mali. Le menu principal proposé à cet effet est le chronogramme provisoire de la rentrée 2012-2013. J'ai souvent entendu des réponses, c'est la pratique. C'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. J'accepte tous ces arguments-là. Mais je voudrais aussi poser comme, je ne dirais pas préalable, mais comme volonté ferme de changer cette pratique-là, qui consiste réellement à traîner les pas pour l'ouverture, pour des raisons qu'on se veut toujours objectives, mais bon, qui peuvent être réglées autrement et accélérer la rentrée. 2 heures de débat franc et d'échange à bâton rompu. Chaque directeur a exposé les problèmes spécifiques de sa localité. Ils sont presque identiques. La pléthore dans les classes, l'insuffisance d'enseignants et de mobilier. À ces problèmes s'ajoute l'occupation de certaines écoles par des déplacés des régions du Nord. C'est le cas notamment de Mopti et de Ségou où des sinistrés occupent également des écoles. Des problèmes réels et légitimes, reconnaît le ministre, mais qui ne doivent pas jouer sur le chronogramme provisoire. Si on devrait suivre votre logique, les écoles, on va les ouvrir après le 15 octobre, sinon même peut-être en novembre. S'il faut attendre la fin de la deuxième session, la correction, et cette logique-là n'est pas recevable. Donc nous devons travailler à plusieurs niveaux, plusieurs vitesses. C'est un défi. Nous sommes dans une situation de crise et nous ne pouvons pas travailler comme si nous étions dans une normalité. Le chronogramme provisoire fixe la rentrée au niveau des écoles fondamentales le 24 septembre prochain et le 1er octobre pour les secondaires. Le chronogramme sera soumis à l'appréciation de l'ensemble des acteurs de l'école avant adoption. En décembre prochain à Dakar, une session spéciale Africité 2012 sera organisée. Le thème est construire l'Afrique à partir de ses territoires. À cette occasion, une stratégie de développement de l'agglomération de Bamako sera présentée. Pour peaufiner donc cette présentation, les responsables de la mairie du district et leurs partenaires se sont rencontrés. Les explications, c'est avec Nando Dameli. Notre pays, à travers le district de Bamako, est sollicité par cités et gouvernements locaux unis d'Afrique pour animer une session spéciale lors du 6e sommet d'Africité qui se tiendra du 4 au 8 décembre 2012 à Dakar au Sénégal. En vue d'une meilleure représentativité, les responsables de la mairie du district ont élaboré une stratégie de développement de l'agglomération de Bamako. La rencontre d'aujourd'hui avait pour objectif essentiel d'informer tous les acteurs sur la conception de cette stratégie. Conscient des enjeux auxquels se trouve confrontée et les atouts dont elle dispose aujourd'hui, la mairie du district de Bamako a jugé utile de saisir cette opportunité et envisage d'y participer activement. En mettant en œuvre la stratégie de développement des villes du Mali en 2009 par les propositions du 4e projet urbain, l'État met les élus des grandes villes en face d'une responsabilité qui est celle de relever le défi du développement urbain de demain. L'espace du donner et du recevoir, il suscite toute la satisfaction des autorités maliennes. Je suis donc particulièrement satisfait de voir que les collectivités du Mali, à travers la mairie du district de Bamako, prennent l'initiative de préparer une contribution de qualité de notre pays à ces grands rendez-vous du développement. Le 6e sommet d'Africité prévu du 4 au 8 décembre 2012 à Dakar regroupera environ 5000 participants et 200 exposants autour du thème « Construire l'Afrique à partir de ses territoires ». Quel défi pour les collectivités locales? À Dakar, il s'agit pour nos représentants de positionner et promouvoir Bamako dans l'espace ouest africain et de mettre en valeur ce que la ville a à offrir dans un contexte de développement urbain de l'Afrique.
Et direction le Sénégal, où les pêcheurs sont aux anges et pour cause, ils pêchent beaucoup plus de poissons depuis la décision du nouveau gouvernement d'annuler 29 autorisations de pêche octroyées à des chalutiers étrangers. Moro Demba a toujours vécu ici, à Kafountine. Jour après jour, il a vu les prises des pêcheurs diminuer. Alors aujourd'hui, devant ces caisses débordantes de poissons, il ne cache pas sa satisfaction. Les pêcheurs de Kafountine commencent à sourire par rapport à les années précédentes. Nous avons eu des qualités de poissons qu'on n'en a jamais vues. Par exemple, on a eu beaucoup d'espadons à Kafountine, ce qui est rare. Il ne s'agit pas d'une pêche miraculeuse, mais bien d'un tournant dans la gestion de la pêche au Sénégal, un secteur majeur de l'économie du pays. La pêche fait travailler plus de 600 000 personnes. Le poisson reste l'une des principales sources de protéines de la population, qui elle aussi constate un net changement. Avant, c'était très difficile d'avoir du poisson. Vous pouviez attendre pendant des heures. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Dès que vous arrivez, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Ce n'est pas que le stock de poissons se soit brusquement reconstitué, mais depuis le mois de mai, le gouvernement sénégalais a annulé l'autorisation de pêche octroyée à 29 chalutiers pélagiques étrangers. Des licences qui, depuis des décennies, constituent une véritable manne pour les gouvernements ouest-africains, au détriment des pêcheurs locaux, victimes de la surpêche pratiquée par ces bateaux venus d'Europe ou d'Asie. En pleine campagne présidentielle, Macky Sall avait publiquement déclaré qu'une fois élu, il mettrait fin à la surexploitation des eaux sénégalaises. L'organisation Greenpeace, qui avait activement œuvré en ce sens, espère maintenant que la décision du Sénégal fera école. C'est une première étape, mais une bonne quand même. Mais les ressources sont migratoires. Les poissons ne connaissent pas les limites. Nous pensons que le gouvernement sénégalais devrait prendre le lead. Il est maintenant le meilleur élève. Ce mieux que ce que les Sénégal fait plutôt, soit suivi dans le pays de la sous-région pour que la gestion soit régionale. Limiter les navires industriels, favoriser une pêche locale plus responsable, le seul moyen pour les pêcheurs de Kafountine ou d'ailleurs de préserver les ressources marines et d'assurer la sécurité alimentaire des communautés côtières de l'Afrique de l'Ouest. En République démocratique du Congo, le M23, un mouvement rebelle, pourrait relancer la guerre entre Kigali et le Congo. Ces militaires dissidents occupent actuellement quelques villages du Nord Kivu et c'est là depuis la chute de leur leader. M23, le nom d'un petit mouvement rebelle qui pourrait relancer la guerre à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ces militaires ont déserté l'armée congolaise quand leur leader est tombé en disgrâce, poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Ici, dans le Nord Kivu, ils prennent peu à peu le contrôle des villages et tentent d'instaurer une nouvelle administration. La population s'aligne derrière le 23 et vous allez marquer vous-même, là où nous sommes, il y a la sécurité, il y a la stabilité. Ce n'est pas l'avis du ministre belge des Affaires étrangères en tournée région. Didier Reynders est arrivé samedi au Rwanda. Après avoir rencontré le président Kagame, il avait rendez-vous avec son homologue. La République démocratique du Congo, mais aussi l'ONU, accusent Kigali de soutenir les rebelles du M23. Didier Reynders craint l'escalade. Il demande que cesse ce soutien. Il y a un risque pour le Rwanda de voir la communauté internationale prendre des mesures. Oui, bien sûr, c'est toujours comme ça. Kigali continue de démentir toute implication aux côtés du M23. Nous avons demandé que le Rwanda ait la possibilité de discuter de ces accusations sans fondement. Mais nous sentons également, et c'est je l'espère le souhait de la Belgique, que nous devons trouver des solutions. Nous ne pouvons pas continuer ce petit jeu d'accusations. Louise Mushikiwabo portera ce message à New York d'ici quelques jours. Un débat doit se tenir aux Nations Unies sur l'instabilité grandissante dans la région. En Afrique du Sud, le nom, sinon la marque Mandela, fait gagner après les t-shirts à l'effigie du Madiba national. C'est le marathon Mandela qui vient d'être lancé, selon les organisateurs. Rien de commercial dans la démarche, juste un hommage à l'homme. Au sud-est de Johannesburg, a eu l'idée de parier sur l'image de Madiba
pour développer un chapelet de petites villes méconnues. Nous espérons que le Mandela Day Marathon deviendra une date importante du calendrier pour tous les marathoniens et tous les Sud-Africains. Mettre l'icône de la lutte anti-apartheid à toutes les sauces, en Afrique du Sud, la tentation est grande. Mais ici, l'utilisation de la marque Mandela a le soutien des partisans de l'ANC. C'est dans cette bourgade, au Wick, que Mandela a vécu ses derniers moments d'homme libre en août 62. Les autorités municipales, peu avant le marathon, ont posé cette sculpture. Elle symbolise le lieu précis où l'icône fut arrêtée. Et là, une salle transformée en musée, il y prononça son dernier discours politique avant son arrestation. Je ne vois rien de commercial dans tout ce qu'il y a à voir ici. C'est une manière de rappeler aux gens comment il a été capturé aussi. Nous voulons nous assurer qu'il se rappelle de tout ce qu'il a fait, de son héritage, de ce que les institutions de ce pays lui doivent. Reste que le business de Mandela vaut de l'or. Des commerçants se frottent déjà les mains à l'idée de voir ce district faire son entrée dans les prochains guides touristiques. Vous savez, il y a beaucoup de choses que les touristes peuvent voir. Cela nous donne beaucoup d'opportunités de voir du monde ici. 20 ans après sa libération, le mythe de Mandela reste aussi fort. L'idéal politique qu'il incarne fait toujours autant rêver et gagner de l'argent. Et un mot du conflit syrien, Bachar al-Assad a rencontré un envoyé de Téhéran. Ces derniers prônent le dialogue. Selon lui, la solution politique est la voie la plus possible pour une sortie de crise. Il vaincra à n'importe quel prix. Bachar al-Assad, qui rencontrait dimanche ses alliés iraniens, en est persuadé. Tout comme il est persuadé qu'un complot étranger est dirigé contre son pays. L'envoyé de Téhéran, Aladine Bouroujerdi, a tenté de jouer l'apaisement après sa rencontre avec le chef de l'État syrien. Pour ce haut responsable, la solution militaire est dans l'impasse. Nous, Iraniens, sommes prêts à jeter les bases d'un dialogue entre le gouvernement syrien et l'opposition. Nous pensons que la solution politique est la seule voie possible pour résoudre cette crise. L'Iran, médiateur dans le conflit syrien, les pays arabes et occidentaux n'y croient pas. Et les rebelles ne veulent pas négocier avec un pays qui soutient le régime selon eux. Les rebelles, qui affirment avoir abattu un hélicoptère gouvernemental lundi matin à Damas. La capitale est le théâtre d'une vaste opération de l'armée qui a fait des centaines de morts. Une population qui souffre aussi à Alep. Plusieurs quartiers ne sont plus ravitaillés en vivres. La deuxième ville du pays, vidée de ses habitants, est constamment bombardée, disputée entre rebelles et armées du régime. Retour à Bamako pour vous parler de sport. Comme vous le savez déjà, depuis samedi dernier, l'Union sportive de Bougouni a remporté la 52e édition de la Coupe du Mali en battant en finale les 11 créateurs de Nyarela. Cette victoire est une première dans notre pays puisque la formation de Bougouni évolue en deuxième division. Une victoire qui a surpris tous les observateurs de notre football. Ousmane Daou revient ici sur ce succès inattendu de l'Union sportive de Bougouni. Qui aurait parié un centime sur l'Union sportive de Bougouni au démarrage de la Coupe du Mali? Personne. Pourtant, à l'arrivée, tout le monde sera à l'évidence et tout le monde est d'accord que la meilleure équipe a remporté la Coupe du Mali. Et du coup, le samedi 25 août 2012 restera à jamais gravé en lettres d'or dans les annales de notre football puisque l'Union sportive de Bougouni a remporté la Coupe du Mali 2012, 52e édition. De mémoire d'observateur, c'est la première fois qu'une équipe de cercle soulève la Coupe du Mali. Certains diront que le Sigui des Cailles a réalisé pareil exploit en 1987, mais il y a une différence car le Sigui c'est la région de Caille et Bougouni est un cercle de la 3e région Sikasso. Et puis l'Union sportive de Bougouni évolue en 2e division contrairement au Sigui des Cailles en 1987. Donc on peut dire sans risque de se tromper que cette victoire est une première au Mali. Pour l'une des rares fois, on a vécu au Mali la beauté et le charme d'une coupe nationale, une petite formation issue de nulle part qui terrasse les grandes formations avec son enthousiasme et sa naïveté pour s'imposer au finish en déjouant tous les pronostics. Le rêve de l'Union sportive de Bougouni a commencé avec l'élimination du stade malien de Sikasso, ensuite les ambassadeurs de Kouchala, après le Nianad Koulikoro, le Soobé et enfin les 11 créateurs de Nyarela. De cette victoire de l'Union sportive de Bougouni, il y a des choses à retenir qui doivent servir d'exemple.
Tout d'abord, l'union, parce que cette équipe est née de la fusion de 3 formations de la ville. Ensuite, la solidarité et la cohésion, puisque tout au long de ce parcours, tout le monde autour de cette équipe a regardé dans la même direction pour un objectif commun, la conquête de la Coupe du Mali. Des vertus rares aujourd'hui dans beaucoup de formations dans notre pays où l'on constate des scissions de tous bords pour rien, au nom des intérêts antagonistes pour des problèmes de leadership au sein des bureaux de ces formations. Pour Bougouni, maintenant, le plus difficile reste à venir car le club représentera le Mali à la prochaine Coupe de la Confédération et cette union doit toujours prévaloir pour au moins faire un parcours honorable et on espère que cette Coupe du Mali consolide davantage les liens de l'équipe et que ça ne soit pas source de division car s'il y a victoire, on voit tout le monde réclamer la paternité. En attendant, l'Union sportive de Bougouni peut bel et bien fêter sa Coupe du Mali car elle la mérite amplement. À présent, la chronique santé, elle s'intéresse aujourd'hui à l'Institut national de recherche en sciences de la santé, une fusion de 3 écoles de santé publiques qui forment les paramédicaux et qui gèrent l'organisation des examens de toutes les écoles de santé du Mali. En rediffusion, nous vous invitons à la redécouverte de cet institut logé au flanc de la colline à Tomikorobougou. Focus Santé est une réalisation de Tchessira Dambili. Avant 2004, on parlait d'école secondaire de la santé ESS. Aujourd'hui, c'est l'Institut national de formation en sciences de la santé INFSS. Les résultats de la fusion entre l'école des infirmiers du premier cycle du point G, l'école secondaire ESS et le centre de spécialisation des techniciens supérieurs de la santé. L'enseignement choisi est celui de l'ESS, tout un domaine derrière ce portail où 1332 élèves et étudiants apprennent les sciences de la santé. Les sciences de la santé regroupent pour nous ici toutes les sciences infirmières. Il y a des infirmiers diplômés d'État, il y a des sages-femmes, des techniciens de laboratoire, il y a des hygiénistes d'assainissement, il y a des techniciens supérieurs dans un qu'on appelle assistants médicaux, où on a des spécialités médicales pour le bloc opératoire, pour l'anesthésie, réanimation, santé publique, la gestion des services de santé, la pédagogie, etc. L'objectif premier de cet institut est d'assurer la formation initiale et continue des professionnels de la santé, de participer à la recherche de son expertise dans les de la formation et de la recherche. De 18 filières de formation aujourd'hui, l'INFSS compte passer à 15 dès la rentrée scolaire prochaine, 15 filières qui seront ouvertes aux bacheliers et aux professionnels. Nous formons des sages-femmes, des infirmiers d'État, des techniciens supérieurs hygiène assainissement, biologie médicale, odontostomato, ORL, ophtalmo. Au niveau des assistants médicaux, ce sont les techniciens supérieurs là qui travaillent sur le terrain pendant 3 ans, qui peuvent rentrer ici soit par voie de concours, soit en privé. Et donc, ils rentrent pour faire 2 ans. Ils peuvent faire soit pédagogie des sciences de la santé, gestion des services de santé ou santé publique. Et on vient cette année aussi de faire remonter l'ophtalmo et l'ORL aussi au niveau des cycles des assistants médicaux. Dans le domaine de la formation en santé, la qualité est un élément très recherché. À l'INFSS, la formation comprend la théorie sur place, l'apprentissage des gestes sur place et la pratique dans les structures de santé. Donc nos étudiants ici ont des travaux pratiques, qu'ils soient en sciences infirmières, infirmiers, sages-femmes. Ils ont des techniques, n'est-ce pas, qui sont validées ici par leurs moniteurs avant d'aller sur le terrain. Ceux qui sont au laboratoire également, il y a un laboratoire avec des techniques qui se font également au niveau du laboratoire pour comprendre un peu comment on fait les prélèvements, comment on fait les étalements, comment on fait la lecture, etc. Donc cet apprentissage est fait aussi bien par nos enseignants permanents de l'Institut que par des enseignants vacataires qui viennent d'autres structures pour venir, n'est-ce pas, dispenser des cours au niveau de l'Institut. Que nos étudiants ont obligatoirement des stages à faire dans les structures de santé, qu'il s'agisse des centres de santé de référence, dans les CESCOM, dans les hôpitaux universitaires, n'est-ce pas, nous avons des étudiants qui doivent valider un certain nombre d'heures de stage sur les lieux de stage. Les majors de ces différents services, les chefs d'unité, sont là pour les encadrer et nous avons nos départements d'ici avec les enseignants permanents d'ici également qui vont faire le relais pour faire le suivi de ces étudiants au niveau de ces différentes structures.
À l'INFSS, la réforme continue avec le système LMD licence master doctorat. Les programmes sont harmonisés avec ceux des autres pays de la CEDEAO et les sortants de cette école ont une grande possibilité d'emploi. Ils peuvent travailler à n'importe quel niveau de la pyramide sanitaire, à commencer par le CESCOM, le CCRF et l'hôpital. Ceux qui font la maçonnerie, ça c'est par rapport à l'hygiène-assainissement. C'est la filière hygiène-assainissement. Eux aussi, ils peuvent travailler à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Et c'est vraiment une filière très très importante, mais qui est malheureusement méconnue. C'est une filière qui s'occupe de tout ce qui concerne l'hygiène de l'environnement, la gestion des déchets biomédicaux qui posent problème aujourd'hui. Ceux qui sont biologie médicale, en fait, c'est ce qu'on appelle couramment le laboratoire. Donc ils peuvent travailler au niveau de la santé, ils peuvent même travailler au niveau des industries, au niveau des usines. L'Institut national de formation en sciences de la santé dispose de toutes les infrastructures nécessaires pour le confort de ses étudiants. Sa réputation lui a déjà valu d'accueillir des étudiants du Gabon, du Tchad, du Niger, de la Centrafrique et d'autres pays de la zone ouest africaine. En plus de Bamako, 4 de ses annexes à Kaï, Sikasso, Ségou et Mopti forment dans les mêmes filières. L'INFSS pilote également l'organisation des examens de fin d'année pour toutes les écoles de santé du Mali. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon appétit. C'est soir 20h dès Sissoko. Moi, je vous dis à demain 13h. Merci à nos téléspectateurs de Ségou, particulièrement à nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec vous. On ne vous oublie pas.